Bonjour à tous et je remercie aussi les organisateurs de cette journée pour me donner l'opportunité de vous parler de l'altération des verres de vitraux en milieu atmosphérique. Donc, je suis enseignante et chercheuse au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Donc, c'est, comme son nom l'indique, un laboratoire universitaire. On travaille bien évidemment en collaboration étroite avec le laboratoire de recherche des monuments historiques, comme l'a présenté Claudine. Mais on est donc un laboratoire universitaire qui travaille de manière générale sur l'atmosphère et sur son impact, donc du climat, de la pollution, sur les matériaux du patrimoine. Et donc, on a une approche un petit peu plus en amont, disons, avec des problématiques de conservation en ligne de mire, mais pas directement sur ces questions. Donc juste pour bien comprendre les processus d'altération des verres de vitraux, je vous ai fait un petit rappel rapide et très schématique sur la composition et la structure d'un verre. Donc le verre, il est fabriqué à partir de sable qui va amener de la silice. Et donc vous voyez en rouge les atomes de silicium qui forment des tétraèdres avec des oxygènes. Et puis, mais si on chauffe en fait cette silice, il faut atteindre des températures de 1700 degrés pour fondre le verre, et puis qui a une viscosité qui n'est pas du tout adaptée à son élaboration. Donc pour ça, on rajoute des fondants qui vont amener des éléments qu'on appelle modificateurs, donc potassium, sodium, calcium, magnésium, qui vont venir dépolymériser, enfin casser cette espèce de squelette de verre, si je peux le dire ici de manière très caricaturale, mais qui vont donc remplacer des liaisons qu'on appelle covalentes par des liaisons plus ioniques, plus faibles, et donc qui vont abaisser la température de fusion du verre, mais aussi sa durabilité chimique. Donc on en a parlé précédemment, ce fondant, à l'époque antique, c'était le natron, un carbonate de sodium. Et puis, à partir du 9e siècle, c'est principalement des cendres de végétation, donc du hêtre, on l'a dit, pour l'apport en calcium, de la fougère pour l'apport en potassium. Et puis, donc ça, c'est plus pour le nord de l'Europe. Et puis, en zone littorale, de la salicorne qui va amener plutôt du sodium. Donc, ce que vous pouvez remarquer ici, donc je vous ai mis la composition des verres romains, la composition des verres modernes qui encadre celle des vitraux médiévaux. Et il y en a un qui se détache particulièrement, c'est la catégorie des vitraux calco-potassiques ou potasso-calciques, puisque non seulement ils sont très riches en potassium, mais aussi en calcium. Et de fait, ils présentent une teneur en silice qui va être plus faible. Et donc, ils vont avoir une durabilité chimique qui est moindre. Et donc, c'est sur ces vitraux que nous avons focalisé nos études. Donc là aussi, je vous remets en fait quelques éléments très simples sur les différents processus d'altération que subissent les verres. Donc, vous avez un verre, le même schéma, en contact avec de l'eau. Et en fait, le premier processus, ça va être un processus d'hydratation, donc d'entrée des éléments qui constituent l'eau dans le verre et qui va provoquer en fait un mécanisme qu'on appelle l'interdiffusion ou l'échange d'ions, puisque, comme je vous l'ai mis sur cette petite animation, on a donc les protons H+, qui sont figurés avec ces petits ronds gris, qui vont rentrer dans la structure et qui vont s'échanger avec les ions modificateurs du verre. Donc, je vous ai mis ici le potassium, par exemple, en bleu, mais ça pourrait être aussi le calcium. Donc, on se retrouve en surface du verre avec un verre qui a perdu ses alcalins et qui a gagné donc des protons, et donc un verre qu'on appelle hydraté et désalcalinisé. Donc ça, c'est le premier processus, ça induit une modification chimique irréversible du verre, mais on a aussi un processus plus agressif qui va conduire à la dissolution du réseau vitreux. Donc là, je vous ai figuré là aussi les molécules d'eau avec un OH en jaune et un H en gris. Et donc ces molécules d'eau, elles peuvent rentrer dans la couche de verre altérée, et puis elles vont se dissocier pour hydrolyser en fait la liaison SiO
Donc il faut cet oxygène, il lui faut un H pour équilibrer la charge. Donc vous avez un tétraèdre de silice qui s'en va en solution. Et puis l'opération se répète. Donc on voit que tous les éléments du verre sont maintenant en solution. Et puis si on enlève cette solution, on a une zone en fait qui correspond en fait à une perte de matière. Donc c'est les cratères que vous a montré précédemment Claudine, où vraiment on a un trou, enfin on perd de la matière. Donc, je vous ai récapitulé ça très rapidement pour vous amener au troisième processus. Donc là, cette interdiffusion, elle crée une couche altérée qui peut être réorganisée avec d'autres types de réactions. La dissolution qui crée une perte de matière, et puis ces éléments en fait qui sont relâchés par les deux mécanismes, donc interdiffusion et dissolution, peuvent se recombiner entre eux ou avec des éléments de l'environnement pour former des nouvelles phases, donc des phases secondaires dont vous a aussi parlé Claudine. Donc en fait, ces processus d'altération, ils valent pour tous les types de verres, en tout cas pour les verres silicatés. C'est des processus qui nécessitent de l'eau et donc qui vont être aussi valables en milieu atmosphérique, même si la difficulté, en fait, quand on étudie ces vitraux, c'est que le milieu atmosphérique, c'est un milieu qui est extrêmement changeant, qui est bien sûr variable du point de vue thermique ou du point de vue hygroscopique. Il y a des événements de pluie, une humidité relative qui va être variable. Et donc, estimer la contribution de ces différents mécanismes, c'est une tâche qui est complexe. Donc, on part bien évidemment de l'étude des vitraux anciens. Donc, ça, c'est des échantillons qui nous ont été donnés par Claudine, qu'on a un peu maltraités. On n'a pas utilisé que des méthodes non destructives, non invasives. Vous avez ici une image donc, de la Sainte-Chapelle, et puis là aussi, moi aussi, ça m'a décalé mon texte, mais une image qui est tirée du fameux manuel du vitrail, coordonné par Isabelle Palot-Frossard. Donc, l'idée, c'est de vous montrer les différentes formes d'altération, donc qui vous ont déjà été un peu montrées, des couches d'altération qui sont soit continues, soit sous forme de cratères, de piqûres. Des phases secondaires, ici, vous avez déjà vu cette image, mais avec des dépôts en fait, qui sont constitués de sulfate de calcium ou de sulfate de calcium et de potassium, le gypse et la syngénite, ou de carbonate de calcium ou d'oxalate de calcium. Puis vous le voyez aussi, on a vu précédemment des belles images de dépôts biologiques qui peuvent aussi induire des phénomènes de bioaltération sur les vitraux. Donc ces couches d'altération, là aussi, on a un peu coupé les vitraux pour en faire des tranches. Donc ça, c'est une étude qui avait été menée par Sterpenich et Libourel. Donc on voit ici un cratère qui est formé sur la face interne d'un vitrail et puis une couche plus continue. Donc ça, c'est la résine en noir, la couche d'altération ici. Et puis en clair, ici, c'est le verre sain. Donc c'est une image en microscopie électronique à balayage. Et on voit bien la couche altérée, mais aussi des phases blanches ici, qui constituent donc ces phases secondaires. Ce graphique ici, il vous montre l'analyse de la composition chimique. Donc on part à gauche du verre sain. Et puis ensuite, c'est un profil qui analyse au fur et à mesure ce qui se passe dans la couche altérée. Donc on retrouve ce qu'on peut noter. Ici, on compare le verre sain à gauche et dans la première zone blanche, la composition de la couche altérée. C'est qu'elle a perdu ses alcalins et ses alcalinotéreux par interdiffusion. De fait, il y a un enrichissement relatif des éléments constitutifs du réseau vitreux, donc silicium, aluminium. Et ces éléments, ils sont enrichis de manière un peu relative puisque des éléments lourds ont été remplacés par des molécules d'eau plus légères. Et puis on voit qu'on a aussi la composition quand on traverse ces zones blanches. Donc ces zones blanches, elles sont majoritairement riches en calcium. On n'a pas le soufre ici, mais ça correspond à des sulfates de calcium. On a aussi regardé, en fait, si on le voit déjà sur l'image précédente, on a une sorte de lamination ici au sein de la couche altérée.
Donc on est allé regarder à très petite échelle en microscopie électronique à transmission. Donc ça, c'est dans un article de Tiziana Lombardo. Et vous voyez que ces fines laminations, on les retrouve à la nano-échelle, puisque là, on a une échelle qui vaut 500 nanomètres. On a fait une analyse chimique aussi le long de cette zone blanche, et on voit que ça correspond en fait à des petites variations chimiques des éléments qui constituent cette couche d'altération. On a voulu étudier aussi les propriétés de cette couche d'altération, et pour ça on a fait une expérience en collaboration avec l'RMH toujours, où on a réalisé en fait une isotherme d'adsorption. Donc le principe est simple, on augmente progressivement l'humidité relative et on regarde l'augmentation de la masse de l'échantillon, puisque plus il va y avoir de molécules d'eau, plus elles vont se sorber à la surface ou à l'intérieur de la couche d'altération. Donc on a réalisé cette expérience sur, il me semble, un vitrail du XIVe siècle qui provenait d'Évreux, et donc il y avait une importante couche d'altération, environ 100 microns. Et donc on voit que plus on augmente l'humidité relative, plus la masse du vitrail augmente, il se gorge d'eau en quelque sorte, et puis ensuite si on redescend cette humidité relative, l'eau s'évapore un peu moins rapidement que son adsorption, et en fait la forme de cette courbe, donc la quantité d'eau qui est capable de capter la couche d'altération du verre, nous permet avec des équations qu'on appelle BET de déterminer la porosité du verre, c'est-à-dire la quantité de vide au sein du verre, et puis le rayon de pore moyen au sein de cette couche d'altération. Et donc la porosité elle est d'environ 21%, et le rayon de pore moyen c'est 2 nanomètres. Alors c'est intéressant d'avoir cette donnée, puisqu'en fait il y a une autre loi physique, la loi de Kelvin, qui nous dit que pour une taille de pore de 2 nanomètres, si l'humidité relative de l'air est supérieure à 60%, en fait les pores sont si petits que s'il y a quelques molécules d'eau sur la paroi du pore, en fait, elles finissent par se toucher, le pore est complètement imbibé d'eau. Donc au-delà de 60%, il y a de la condensation au sein des pores de 2 nanomètres et moins. Donc finalement, je vous montrerai ça après, mais c'est une sorte d'indice que l'altération, elle ne va pas se faire que lors des épisodes de pluie, mais aussi pour des humidités relativement élevées, même si 60%, c'est très courant. Donc la deuxième chose qu'on peut tirer de ces vitraux, c'est essayer de déterminer une vitesse d'altération apparente. Donc on peut mesurer l'épaisseur d'altération en coupe de ces vitraux et puis diviser par l'âge de leur exposition. Donc là, on voit qu'en face interne, ces épaisseurs, elles sont plus faibles. En face externe, ici, je vous ai donc remis l'exemple de Sterpenny. Je vous ai remis des exemples de vitraux qu'on a pu étudier, donc Évreux et Saint-Ouen de Rouen. Et puis d'autres données de la littérature. Et en fait, si on fait cette revue un peu exhaustive de la littérature, on voit qu'il y a des zones où là, le vitrail, quand c'est sous forme de cratère, il y a des zones qui sont très peu altérées entre les cratères. Il y a des exemples aussi extrêmes où on a une épaisseur millimétrique, mais dans la majeure partie des cas, en fait, cette épaisseur d'altération, elle est comprise entre 50 et 250 microns. Donc pour des vitraux 13e, 14e, donc à peu près, en moyenne, 600-700 ans d'altération. Ce qu'on a fait au laboratoire, c'est qu'on a resynthétisé des verres modèles, donc de même composition que ces vitraux médiévaux, potassio-calciques, et on les a exposés en fait à l'atmosphère parisienne. Donc c'était sur le toit de l'église Saint-Eustache, dans le centre de Paris, et on a mesuré en fait, on a collecté des échantillons à différents temps, donc 2 ans et 4 ans, et on a mesuré les couches d'altération. Donc vous voyez qu'au bout de 2 ans, 4 ans, on a des épaisseurs qui sont significatives. Et donc, en fait, si on voulait extrapoler ce que j'ai essayé de faire ici, donc je vous ai mis la gamme d'épaisseur d'altération des vitraux anciens, ici la gamme d'épaisseur de ces vitraux qui étaient de ces vitraux modèles exposés en conditions réelles, mais sur des temps courts.
Et si on divise l'épaisseur par 4 pour avoir une épaisseur par an et qu'on la multiplie par 650 ans, si on prend la gamme haute, vous voyez que très rapidement, on a des épaisseurs millimétriques. Et puis, si on prend la gamme basse, on tombe sur la gamme haute des vitraux anciens. Donc, ce que semble montrer cette figure, c'est que finalement, cette vitesse, elle n'est pas constante. On n'a pas une évolution linéaire, mais on aurait plutôt, en fait, une évolution une vitesse qui va diminuer au cours du temps et qui évolue plutôt en fonction de la racine carrée du temps, en accord avec ces fameux processus de diffusion ou d'interdiffusion. Donc, c'est ce travail qu'on a effectué au laboratoire, notamment dans le cadre de la thèse de Lauriel Cessé-Golo. Et donc, on a essayé en fait de mesurer les vitesses d'altération des verres dans différentes situations. Et ce qu'on a considéré, en fait, c'est que le verre s'altérait dans 3 situations. Bon, c'est une sorte de découpage un peu arbitraire, mais lors des épisodes de pluie, quand l'eau se trouve sous forme de vapeur, et puis une situation un peu intermédiaire où, suite à un épisode de pluie ou lors d'une humidité relative très importante, on a une couche altérée qui est imbibée d'eau. Donc on a quelques données environnementales. À Paris, il pleut 6% du temps. L'humidité relative moyenne est de 76% et la température moyenne est de 13 degrés. Donc, je ne vais pas vous détailler toutes les expériences qui ont été conduites, mais notre objectif, c'était de déterminer les différents mécanismes d'altération que je vous ai présentés précédemment dans chacune des situations, ceux qui vont être prédominants, et puis ensuite de mesurer les vitesses au laboratoire sur le court terme, comparé à des données donc d'exposition en conditions abritées où on a uniquement la phase vapeur, voire un peu d'imbibition, et puis des conditions non abritées, donc pendant 4 ans, où là, toutes les situations vont avoir lieu. Et puis, je vous montrerai aussi une expérience un peu spécifique pour essayer de déterminer, en fait, le rôle de la couche d'altération sur l'évolution de la vitesse au cours du temps. Donc, pour ça, on fait des expériences un peu simples au laboratoire. Soit en phase vapeur, on les met dans des étuves qui contrôlent la température, et puis on va contrôler l'humidité relative avec de l'eau et des sels hygroscopiques en fait, qui vont fixer l'humidité relative à l'intérieur de la chambre. Ensuite, on va faire varier la température, l'humidité relative et bien sûr le temps d'altération. En phase liquide, on met des monolithes de verre en solution. On fait varier la température, le pH et la composition de la solution. On peut simuler aussi le débit de la pluie en imposant un renouvellement et puis également le rôle du temps. Et puis à l'issue de ces expériences, on mesure la composition chimique des solutions si on le peut. Et on va surtout caractériser nos échantillons en microscopie optique, en microscopie électronique à balayage, en diffraction de rayons X et puis en sonde ionique dont je vous montre un exemple juste après. Donc une des expériences un peu spécifiques qu'on a pu faire, c'est de regarder en fait sur des vitraux anciens. Donc là on a pris des échantillons que je vous ai montrés au début, donc de Évreux et Saint-Ouen de Rouen, qui en fait présentent une épaisseur d'altération d'environ 100 microns. Et donc ces vitraux, on les a remis en altération, en phase vapeur et avec une pluie, mais pour voir en fait pour distinguer la couche d'altération qui était déjà formée de ce qui allait se poursuivre, ce qui allait s'altérer pendant notre expérience, on a utilisé une vapeur d'eau qui va être marquée en isotope de l'hydrogène et de l'oxygène pour distinguer en fait notre eau marquée de l'eau naturelle entre guillemets. Donc on a mis du deutérium et de l'oxygène 18 dans cette vapeur pour en fait tracer la circulation de l'eau au sein de la couche d'altération et puis localiser les nouvelles zones de réaction chimique. Et donc ensuite, à l'issue de l'expérience, donc qui s'est déroulée à 20 degrés, à 4 humidités relatives différentes et pour des temps très courts pour voir juste l'imbibition de la couche et des temps très longs pour justement induire en fait une altération significative. On a repréparé des coupes au sein de ces vitraux anciens
Donc vous avez ici une coupe en microscopie électronique à balayage avec le verre sain et le verre altéré. Et on les a cartographiés avec une technique qui s'appelle NanoSIMS, donc Secondary Ion Mass Spectrometry, et qui nous permet en fait d'avoir des sortes de cartographie isotopique, donc pour localiser en fait l'enrichissement en oxygène 18 et puis l'enrichissement à droite en deutérium. Et donc quand c'est des tons chauds, c'est que c'est très enrichi. Si c'est froid, c'est que c'est non enrichi en oxygène 18. Donc on voit que ici toute la couche d'altération est enrichie en oxygène 18. Donc l'eau a pénétré très facilement dans la couche d'altération. Et on voit que c'est le cas aussi en deutérium, même si c'est un peu moins net. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un enrichissement en deutérium qui est très marqué à l'interface. Donc faites-moi confiance, si on superpose en fait ces deux images, cet enrichissement en deutérium, il se fait dans la zone appauvrie en oxygène 18. Et donc cet enrichissement, on l'a interprété comme une altération qui s'est faite pendant l'expérience, qui finalement implique uniquement H+ ou D+. Donc cet échange d'ion, il se fait bien avec les protons. C'est parfois un débat si ça se fait avec H3 ou plus ou avec H2O. Ici, ça semble montrer que c'est avec H+ ou D+. Et puis, on a utilisé une loi qui a sauté aussi, mais qui est la seconde loi de Fick et qui, en fait, si on connaît l'épaisseur de cette zone enrichie, donc on mesure un peu grossièrement, et puis le temps d'altération, donc ici c'est 14 mois, on peut à partir de cette seconde loi de Fick déterminer une sorte de vitesse de diffusion, qui en fait est un coefficient de diffusion puisqu'il est en mètres carrés par seconde, et donc peu importe la valeur, mais on a pu déterminer une valeur de ce coefficient de diffusion à 20 degrés, 70% d'humidité relative, et une valeur de ce coefficient de diffusion à 20 degrés et 90% d'humidité relative. On a fait la même expérience, donc je vais passer plus vite, mais cette fois avec une pluie, donc qui a été marquée là uniquement en deutérium à 25 degrés. Et puis pour faire quelque chose de réaliste, on a fait 1 jour de pluie et puis 6 jours de séchage, et ce cycle, on l'a répété 13 fois. Donc là aussi, vous voyez la couche d'altération, la résine, le verre sain. Et puis ces cartographies NanoSIMS, donc avec les zones bleues plus claires qui sont des zones enrichies en deutérium. Donc ce deutérium où l'eau circule facilement, non seulement dans les fissures qu'on peut apercevoir ici en noir, mais dans la porosité de la couche. En revanche, donc si on trace les résultats d'une manière un peu différente, on a donc un profil, et on voit là aussi un enrichissement marqué à l'interface verre sain à droite et verre altéré. Donc à nouveau, on l'a interprété comme une poursuite de l'altération, et on a pu déterminer cette fois une valeur du coefficient de diffusion en présence de pluie. Donc je finis avec ça. En fait, avec toutes nos expériences, on a pu donc déterminer les mécanismes prédominants pour chacune de ces situations, mesurer les valeurs de vitesse associées. Vous voyez qu'elles sont très cohérentes entre les expériences de traçage isotopique et les expériences sur des verres modèles sur le court terme. Et donc ça, à quoi ça nous sert ? Ça nous sert en fait à extrapoler tout ça sur 650 ans. Est-ce qu'à partir d'expériences de laboratoire, on est capable d'expliquer en fait les épaisseurs d'altération observées sur les vitraux anciens ? Et donc, au bout de 650 ans, avec nos vitesses et les incertitudes associées, évidemment, on trouve une valeur une gamme d'épaisseur d'altération entre 35 et 63 microns pour les épisodes de pluie, entre 65 et 115 microns pour ces phases d'imbibition, et entre 15 et 30 microns pour la phase vapeur. Donc, non seulement si on fait la somme des 3 contributions, on tombe entre 100 et 200 microns, donc ça correspond effectivement à ce qu'on observe sur les vitraux anciens. Et puis on est capable de voir la contribution de chacune de ces phases et de montrer que la phase vapeur, c'est une épaisseur qui est faible, mais qui n'est pas négligeable non plus. Donc avec tout ça, on peut reconstruire en fait l'évolution de l'épaisseur d'altération au cours du temps, la projeter dans le futur.
Et puis, on pourrait faire un peu un exercice similaire pour un autre climat. J'ai pris complètement de manière arbitraire Madrid avec une température moyenne de 15 degrés et 55% d'humidité relative. Donc, pour voir un peu l'évolution de ces vitesses d'altération. Donc, il reste bien sûr des incertitudes et puis une certaine variabilité, vous l'avez vu. Donc ça peut s'expliquer par l'exposition. À l'échelle d'un panneau de vitrail, il y a des zones plus ou moins abritées de la pluie. On a parlé du rôle des micro-organismes qui est très étudié à l'heure actuelle au laboratoire géomatériaux et environnement. Et puis aussi, Sophie Lagabriel nous a montré qu'à cette époque, les recettes, les compositions chimiques des vitraux sont variables. Et donc parfois, des petites variations peuvent induire des différences de vitesse qui sont significatives. Donc j'en termine là. Je voulais aussi remercier tous les gens qui ont contribué à ces études et je vous remercie de votre attention.